L'affaire Axelle Dorier. Elle habitait Lyon. Elle était aide-soignante. Elle avait tout juste 23 ans. Ce 19 juillet 2020, alors qu'elle participait à une soirée d'anniversaire, elle a trouvé la mort d'une manière terrible. Traînée sur plus de 800 mètres sous le capot d'une voiture par un homme avec qui elle venait d'avoir une banale altercation. Un homme qu'Axelle ne connaissait même pas. Victime de la barbarie ordinaire, de l'ultra-violence quotidienne. Lyon, 18 juillet 2020. Ce soir-là, Axelle Dorier, une jeune esthéticienne de 23 ans, organise un événement bien spécial. Son anniversaire, ainsi que celui de ses deux frères, Evan et Théo. Axelle décide de fêter son anniversaire avec ses frères jumeaux, puisqu'ils n'ont que 2 ans de différence, et ce sera la première et unique fois d'ailleurs où Axelle fêtera ce moment festif avec ses frères, mais aussi avec ses amis. Axelle et ses frères ont choisi de fêter leur anniversaire en plein air. Le lieu, le Parc des Hauteurs, à 2 pas de la basilique de Fourvière. Il est décidé par conséquent de fêter ses anniversaires communs dans un parc attenant à la basilique de Fourvière, sur l'une des collines de Lyon, inaccessible aux voitures, c'est important de le préciser. Cette soirée constitue surtout l'occasion de se retrouver entre amis, après des mois de confinement dû au Covid-19. Et tout un chacun des invités, une trentaine à peu près, apporte qui de la boisson, qui des aliments, de façon très conviviale. Voilà. La fête débute et la liesse envahit les invités et c'est quelque chose de très prégnant de voir effectivement Axelle et ses frères heureux de fêter pour la première fois leur anniversaire commun, même s'il n'y a que 2 années de différence. À un moment donné, on voit arriver 3 véhicules qui se stationnent en épi dans ce parc. Je l'ai précisé tout à l'heure, véhicules qui sont interdits dans ce parc. Au même moment, Axelle et certains de ses amis s'écartent du groupe pour promener un chien. Il est bientôt 3h30 du matin. La fête est sur le point de finir. Ces véhicules restent 5, 6, 8 minutes à peu près. Les occupants n'en sortent pas. Et à un moment, le véhicule, composé de 4 jeunes filles, sort de ce parc, prend à gauche pour partir et malencontreusement vient à écraser un animal, en l'occurrence un chien. Ce chien, c'est précisément celui qu'Axelle et ses amis étaient en train de promener. Il est blessé par le passage de la voiture. Au lieu de stopper le véhicule, ces jeunes filles continuent, voulant ici commettre un délit de fuite, alors même que tout un chacun a pris conscience qu'il y a eu un animal de blessé. Furieuses, les personnes qui accompagnaient le chien se jettent à la poursuite de la voiture. Elles parviennent à la bloquer à l'entrée du parc. En attendant, d'autres personnes arrivent. Une partie des invités d'Axelle et de ses frères commence un petit peu à s'orienter vers le véhicule pour le faire stopper et pour dire « Attendez, les services de police sont alertés, les services vétérinaires aussi, patientez ». Les 4 jeunes femmes entendent les propos et restent sur place sans qu'il y ait l'once d'un anicroche avec quiconque. Bien. Le véhicule qui les suit, le véhicule Golf, composé de 2 personnes, au lieu de prendre à droite en sortant du parc, prend à gauche et se trouve par conséquent dans une impasse. Il fait demi-tour et là, ce sera d'ailleurs la première des victimes de cette terrible affaire, là, un des invités, Hugo, sera percuté 2 fois par le véhicule Golf. Une première fois par la portière du passager. Le jeune homme recevra la portière au niveau du bas-ventre, tombera au sol, se relèvera, commencera à avancer, et là, le véhicule monte sur le trottoir et percute volontairement Hugo, qui tombera sur le capot et qui retombera ensuite sur le macadam. Le véhicule continue son chemin. Les amis d'Axelle se postent alors à l'entrée du parc pour l'empêcher de sortir. À un moment donné, ce véhicule est encerclé par 5-6 personnes.
Les cris, les insultes fusent. Il y a eu ces échanges verbaux, sans pour autant qu'il y ait de rixe spécial, si ce n'est peut-être quand même que le conducteur est sorti à un moment donné et est venu, comme on dit trivialement, front à front avec l'un des invités, dans la volonté d'en découdre, vraisemblablement. Bon, il est remonté dans son véhicule et continue à avancer. Le conducteur de la Golf n'entend pas en rester là. Il fait plusieurs fois mine de forcer le barrage qui s'est constitué avec les amis d'Axel. À ce moment-là, Axel se positionne devant la voiture, les bras en croix, en disant « Stop, arrêtez ! Arrêtez, n'allez pas plus loin, faites comme les autres, stoppez le véhicule !» Le véhicule Golf avance, la percute, elle chute au sol. Elle se relève. Elle veut mettre son pied sur le capot. La Golf redémarre, ou du moins persiste à vouloir avancer. Plein gaz, comme on dit trivialement. La jeune femme est happée sous le véhicule, les pieds les premiers, et ils partiront sur 807 mètres avec la pauvre Axel Dorier sous les essieux de la Golf. Au commissariat du 5e arrondissement de Lyon, c'est le branle-bas de combat. On vient de recevoir plusieurs appels qui signalent un accident. Apparemment, ce serait grave. Il y aurait au moins une jeune femme blessée. Les appels sont souvent confus, parfois paniqués. Une estafette part directement vers les lieux décrits par les témoins, le parc des Hauteurs. Peu avant d'arriver sur les lieux, les policiers passent rue de l'Antiquaille. Ils remarquent une Golf stationnée vers le théâtre gallo-romain. Elle se trouve juste en retrait de la route, les phares allumés. 2 occupants sont à l'intérieur. Les policiers hésitent à la contrôler. Mais ils choisissent finalement de rejoindre le lieu d'intervention. Arrivés au parc des Hauteurs, les policiers font face à de nombreuses personnes. Certaines sont prostrées et en pleurs. D'autres sont très énervées. Les jeunes gens présents leur signalent qu'un accident vient de se produire. Une Golf a percuté une jeune femme qui participait à une soirée d'anniversaire. Très vite, les fonctionnaires font le lien avec la voiture qu'ils viennent de croiser. Sans attendre, ils prennent, suivant les indications du groupe de personnes, la route du parc gallo-romain. En arrivant devant l'entrée, les policiers constatent la présence d'un corps au sol, en marge de la chaussée. Il est fortement amoché, mutilé, traumatisé. Plusieurs personnes se trouvent autour. Elles sont en pleurs, choquées. La Golf, elle, ne se trouve plus sur les lieux. Entre l'endroit de la découverte du corps et le parc des Hauteurs, les policiers ont constaté une trace noire continue. Le long de cette trace, des morceaux de vêtements, de bijoux, de cheveux, de sang et de chair. Les fonctionnaires dressent ainsi un terrible scénario. Après l'accident du parc des Hauteurs, la voiture a emporté avec elle la jeune fille qui gît à présent au sol. Malgré leur habitude des scènes d'accident, les policiers sont choqués, mais ils doivent vite reprendre leurs esprits. En remontant la trace de sang, ils se rendent compte qu'à mi-parcours, cette dernière se dédouble, comme si le conducteur avait opéré une marche arrière avant de repartir. Les forces de l'ordre effectuent des constatations sur place, entendent les témoins, du moins ceux qui parviennent à parler. Mais c'est bien sûr au commissariat que leur seront livrés les détails de cette soirée macabre. J'ai peut-être un souvenir à travers de derrière la voiture, de voir la robe rouge d'Axel une dernière fois, quand il la percute. Puis après la voiture repart, plus d'Axel. Et c'est les filles de la voiture qui disent, ils l'ont emporté, ils l'ont roulé dessus. Evan, son frère, a couru derrière la voiture. Il a vu une large trace de sang. Puis, il a commencé à apercevoir des cheveux, des vêtements. Et il a craint le pire. Sa sœur, coincée sous le véhicule, a été traînée sur le parcours. Tout le monde était pétrifié. Et j'ai vu les traces sur le sol. J'ai compris au visage de tout le monde qu'il y avait quelque chose de grave qui était arrivé. Du coup, je suis parti en courant. Je courais, mais je ne pouvais pas y croire. Et je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Evan s'effondre une première fois, sous le choc.
Un ami qui l'a suivi le relève. « Allez, viens, lui dit-il. Il faut qu'on aille aider Axel. » Lorsqu'ils arrivent tous deux place des Minimes, ils découvrent le corps sans vie de sa sœur. Evan s'effondre une seconde fois. Il n'a plus d'espoir. Il sait qu'Axel ne se relèvera pas. Et plus je courais, plus les traces, il y avait de plus en plus de sang et à un moment donné, arrivé d'un moment au bout de 500 mètres, j'ai vu il y avait un nid de poule sur le sol et beaucoup de sang avec des cheveux à ma sœur, un morceau de tissu. Donc là, je me suis un peu effondré, j'étais paralysé parce que ça me confirmait un peu ce que je voulais pas croire. Et il y a mon ami Ilan qui est arrivé 5 secondes peut-être après moi et qui m'a dit « Allez, Ivan, on y va, on va la retrouver, il faut la retrouver, faut l'aider, quoi. » Et on a continué, là on est reparti, sprint encore. Et jusqu'à tomber, arriver et trouver le corps de ma sœur dans le caniveau. Vers 6h du matin, un homme se présente au commissariat. Il dit s'appeler Youssef Tebal et être le conducteur de la Golf qui a tué Axel. Il est accompagné d'un autre homme, Mohamed Yeloul, son cousin et passager au moment des faits. Placé en garde à vue, il va livrer sa version des faits. Youssef affirme avoir paniqué lorsque l'attroupement s'est formé autour de son véhicule. Il y avait beaucoup de personnes et elles voulaient en découdre. Elles étaient agressives. L'une d'elles est montée sur sa voiture et a frappé sur la vitre. Les gens s'amassaient autour du véhicule. Ainsi, Youssef aurait été pris de panique. Lorsqu'il a accéléré, il a eu conscience de percuter des gens, mais à aucun moment il ne s'est rendu compte qu'Axel se trouvait sous son capot. Il pensait avoir affaire à un problème avec le bas de caisse. Il admet, à un moment dans son périple, avoir procédé à une marche arrière pour tenter de comprendre ce qui se passait. Puis il est reparti, toujours avec le corps d'Axel sous le capot. Arrivé au niveau de la place des Minimes, il est descendu avec son cousin pour regarder sous la voiture. Ils n'y ont rien vu. Pour cause, Axel, à ce moment-là, avait déjà été éjecté du véhicule. Les enquêteurs retracent le parcours de la Golf. La traînée de sang décrite par Evan mesure 807 mètres de long. Rapidement, ils sont interloqués. Comment le conducteur de la Golf a-t-il pu parcourir tout ce trajet sans se rendre compte de la présence d'un corps sous son véhicule? Une reconstitution est organisée. Elle met sérieusement en doute l'hypothèse des 2 occupants de la Golf, selon laquelle ils auraient été pris de panique au moment des faits. Si cela avait été le cas, comment expliquer qu'ils aient pris le temps de s'arrêter, d'effectuer une marche arrière, de regarder ensuite sous le capot de la voiture? Tout cela ne colle pas très bien. En auditionnant les témoins, les policiers se rendent également compte que Youssef, au-delà de n'être plus titulaire du permis de conduire, aurait peut-être autre chose encore à se reprocher le soir des faits, avant même de percuter Axel. Lorsqu'il tente une première fois de forcer le passage, refusant d'attendre la venue de la police, il aurait annoncé aux participants à la soirée être chargé. Que signifie exactement cette formule? Elle ne sera jamais élucidée. Youssef prétendra ne pas se souvenir de cet échange. La mort d'Axel provoque l'émoi que l'on imagine parmi les Lyonnais. J'étais rempli de gentillesse, toujours prêt à aider les uns les autres. Une jeune fille souriante et effectivement toujours tournée vers les autres. Les conditions abominables du décès de la jeune femme choquent les habitants de cette ville, pourtant peu épargnée par la violence.
nombre de manifestations sont organisées en mémoire d'Axel Dorier. Elles dénoncent toutes les conditions atroces dans lesquelles la jeune femme a été tuée. Plusieurs politiques s'indignent des conditions de l'accident, mais surtout du climat d'ultra-violence qui règne dans notre pays. Sur le temps de parole qui m'est accordé, je veux apporter par un instant de silence mon soutien à la famille d'Axel Dorier, cette jolie jeune femme de 23 ans, aide-soignante, tout le portrait de ma propre fille. Axel, martyr, victime d'un terrorisme du quotidien qui ne dit pas son nom, celui commis par la racaille, cette racaille qui tue les nôtres partout en France dans le silence de la bien-pensance, l'indifférence de la classe politique et le mépris des officines médiatiques. Elle promenait son chien, 3 individus dans une voiture écrasent l'animal et après une altercation, les 3 personnes l'écrasent et la traînent sur 500 mètres. Ces actes de barbarie se multiplient dans notre pays. Pour un regard, pour une parole déplacée, pour simplement avoir pensé autrement, parlé autrement, des policiers, des chauffeurs de bus, des citoyens, des citoyennes sont assassinés, sont torturés, la vie de familles entières est brisée. Un collectif lyonnais, Les Remparts, classé par les médias traditionnels à l'extrême droite, déploie lors d'une manifestation une banderole avec, en gros, le prénom des 2 occupants de la Golf qui a tué Axel. Le nom et l'adresse des 2 accusés sont dévoilés et s'échangent sur les réseaux sociaux. Effectivement, dans les jours qui ont suivi le drame, c'est-à-dire très rapidement après que l'instruction soit ouverte, il y a eu des informations majeures qui ont été diffusées. Je dis bien majeures au sens nom, prénom et adresse, en visant les familles en entier, c'est-à-dire pas seulement les mises en examen, mais toute leur famille, en proférant soit par voie téléphonique, avec multitude d'appels malveillants, c'est-à-dire ça se compte en dizaines, par courrier, poste, par objet déposé devant la maison. Et ces menaces étaient claires, nettes et précises, c'est-à-dire qu'elles consistaient en des caricatures, avec des têtes de personnes avec un physique nord-africain sur une pique, avec des photos de cochons de toutes sortes envoyées par ces mêmes voies à la famille, avec des menaces de mort claires, nettes et précises, avec des termes employés qui ne laissent aucune ambiguïté concernant l'objectif à atteindre, c'est-à-dire retenez vos rats, ne les laissez pas dans la rue, entre guillemets. Et ça, je cite, parce que c'est extrêmement violent de recevoir ça. Parce que, encore une fois, qui ouvre le courrier dans une famille, c'est pas forcément le principal intéressé. Tous les plus petits de la famille sont des filles. Donc quand des filles ouvrent, des filles scolarisées, l'école primaire la plus jeune, avec une tête sur un pic où vous finirez comme des cochons que vous êtes, c'est extrêmement violent. Donc on a des fuites qui ont eu des conséquences majeures sur la vie d'une famille. Ça, c'est anormal, et je stigmatise ces fuites dans le cadre du secret de l'instruction. C'est absolument quelque chose qui est inadmissible. Nous sommes tenus au secret de l'instruction, tout le monde doit l'être. Autrement, tout le monde en pâtit. Il ne s'agit pas, dans un dossier qui est dramatique, de rajouter du drame au drame. Le procès démarre le 17 janvier 2023, aux Assises de Lyon. Maître Metaxas, qui défend le conducteur de la Golf, a échoué dans sa tentative de faire requalifier les faits en homicide involontaire. Une infraction à la loi qui constitue un délit et qui est donc moins sévèrement punie. Ce sera pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner que Youssef Tebal comparaîtra devant le tribunal. Son passager et cousin, Mohamed Yeloul, sera lui jugé pour non-assistance à personne en état de danger. La première partie du procès est consacrée à l'étude de la personnalité de Youssef Tebal. Il est le 4e d'une fratrie de 5 frères et sœurs.
Son père est commerçant sur les marchés. Sa mère, elle, est femme au foyer. Son plus jeune frère a 11 ans. Youssef Tebal a grandi à La Poudrette, à Villeurbanne, puis à Meyzieux, à partir de l'âge de 3 ans. Il a quitté l'école à 16 ans. Il est devenu chauffeur-livreur, une activité qu'il double avec celle de livreur de repas Uber Eats. Son casier judiciaire est vierge, mais il n'est pas inconnu pour autant des services de police, ni même de la justice. Une affaire de violence le concernant avait été classée sans suite en 2012. Une autre, pour outrage et rébellion, en novembre 2018, avait fait l'objet d'un rappel à la loi. Ce n'est pas tout. Youssef Tebal a accumulé une dette de 5 000 € consécutive à une série d'amendes. Téléphone au volant, stop grillé, il fait valoir que son métier de livreur l'a poussé à outrepasser les limites. Il perd une première fois son permis en 2018, puis le repasse. Mais il ne le gardera pas longtemps. Pourtant, malgré la notification qui est bien parvenue chez lui, il continue à affirmer qu'il n'était pas au courant d'avoir à nouveau vu son permis de conduire invalidé. Tout au long du procès, Youssef et son cousin s'échineront à convaincre les jurés qu'ils ne sont pas des meurtriers, qu'ils n'ont pas compris qu'Axel se trouvait sous le capot et qu'ils ont agi sous la panique, de peur d'être molestés par les participants à la soirée. Lors de la collision avec la Golf, Axel est tombé par terre. Quand elle a voulu se relever, la voiture a avancé. Légèrement surélevé, le véhicule, dont les 2 roues droites étaient sur le trottoir, a happé la jeune femme. Son blouson s'est accroché dans le châssis. Et lorsque la voiture est descendue du trottoir, son corps a été comprimé. Elle s'est retrouvée encastrée dans le moteur, les jambes coincées au niveau du pot d'échappement. L'intention, c'est clair, l'ensemble des agissements qu'on a pu percevoir à travers les témoignages, l'intention de blesser et de tuer est flagrante, parce que quand on fonce sur plusieurs personnes, il y a une groupe d'amis qui se font fait foncer dessus, qui se sont écartés, l'ami d'Axel qui s'est fait renverser et après Axel tué, l'intention est certaine. Le médecin légiste intervient. Il fournit la description du corps d'Axel après l'accident. Les détails sont sordides. Le médecin affirme que la victime aurait pu s'en sortir si son corps avait été détaché dans les 100 premiers mètres. Vendredi 20 janvier, le verdict tombe. Pour Youssef, ce sera 12 ans de prison ferme. L'avocat général en avait requis 16. Son cousin Mohamed est condamné, lui, à 5 ans, dont 2 fermes, sans mandat de dépôt. Ce qui le fera très probablement échapper à l'incarcération et bénéficier d'une peine alternative. Le verdict, on s'en doute, ne convient pas vraiment aux proches d'Axel Dorier. Pour eux, Youssef a bel et bien tué leur fille, leur sœur, leur ami. Et l'énoncé de la peine soulève en eux un profond sentiment d'injustice. Au contraire, du côté des proches de Youssef Tebal, on juge ce verdict beaucoup trop sévère. Lorsque le président lit la décision des jurés, une femme se met à hurler, puis s'effondre, victime d'un malaise. Tout était relativement serein dans la salle d'audience en tout cas. Une cousine du passager, de M. Guéloul, s'est mise à hurler, à vociférer, à se jeter par terre. Cela a duré 2, 3, 4, 5 minutes. Tout le monde était, horrifié de ces cris stridents. J'étais quant à moi au banc des parties civiles, de l'avocat des parties civiles. J'avais pas loin de moi Théo. À un moment donné, j'ai vu effectivement d'où j'étais positionné que Théo allait se lever. Je suis allé vers lui. Je lui ai demandé de se calmer. Il s'est levé.
il a traité, oui, il les reconnaît, il a insulté effectivement cette personne d'un terme un peu dépressif. Il s'est mis ses 2 index sur les oreilles pour ne pas entendre ses cris stridents. Il s'est levé, je l'ai enserré pour éviter effectivement qu'il vienne au contact d'autrui. Je l'ai enserré. Son père aussi. Nous l'avons emmené vers la sortie de la cour d'assises. Nous avons chuté tous les 3 sur le banc des experts. On s'est relevé et j'ai emmené Théo après dans le couloir de la cour d'assises. En sortant de la salle, il frappe une vitre et la brise. S'ensuit une scène d'une rare confusion, mais surtout d'une rare violence au sein d'un palais de justice. L'un des soutiens des accusés, présent au procès, veut à nouveau entrer dans la salle d'audience. Mais les policiers l'en empêchent, tout à fait justement, car la salle est en passe d'être évacuée. L'homme assène alors un coup de pied à un agent. Il se retrouve plaqué au sol. 2 de ses cousins interviennent alors. Ils tentent d'empêcher les policiers de maîtriser le jeune homme. Un coup est donné au visage de l'un des policiers, lui fracturant 4 dents. À l'annonce du verdict, une jeune femme, vraisemblablement une proche de l'un des accusés, je crois le cousin, s'est mise à hurler de douleur, de désespoir, on peut la comprendre également, et ça a provoqué la colère d'un des frères d'Axel Dorier. On peut également comprendre cette colère, qui a proféré des mots regrettables, mais qui ont entraîné une escalade verbale. Des insultes ont été proférées de part et d'autre de la salle d'audience, si bien que la police a dû intervenir à l'intérieur pour calmer les esprits. Le frère en question a été évacué par un vestibule dans le greffe des assises, et les membres de la famille et les proches des accusés, qui étaient venus très très nombreux, en fait c'était une configuration très particulière à la salle parce qu'ils occupaient toute une rangée, et ont été également évacués. Je vous l'ai dit, les insultes ont été proférées de part et d'autre, et il y a eu beaucoup de menaces, si bien que la police a fait reculer tout ce monde vers la sortie de la salle d'assises. Il y a eu un goulot d'étranglement au niveau du vestibule également, des bousculades, et voilà, la tension est montée. Lorsque le calme retombe, les médias, en particulier BFM Lyon et France 3, relatent bien sûr la sentence, mais également l'épisode de violence qui l'a suivi. Mais au lieu de s'intéresser aux rébellions des proches des accusés, tous 2 pointent le doigt sur un fait. Plusieurs témoins, dont des jurés, auraient vu Théo effectuer un salut nazi à la sortie du tribunal. Un geste aussitôt dénoncé par la défense. Quoi qu'il en soit, l'argument est d'or pour les conseils de Youssef Tebal et de Mohamed Yeloul. En effet, il permet de caractériser la rixe survenue au rempart en agression à caractère raciste. Bien que ce ne soit pas l'objet du procès, et que les jeux soient déjà faits, il redore un peu l'image des 2 accusés, potentiellement victimes de racisme. Les médias vont bien sûr jouer de cette suspicion d'accointance néo-nazie. Ils mettront le doute sur la vraie nature du groupe qu'avait invité Axel à son anniversaire. Était-ce en partie des néo-nazis ? Ce soir-là, ont-ils fait preuve de racisme à l'endroit de Youssef et de Mohamed ? La thèse est renforcée par l'agitation autour de ce fait divers généré par des groupes identitaires. Cela permet de jeter le doute sur la nature barbare de l'accident. Les 3 fauteurs de troubles de la fin d'audience sont jugés la semaine suivante en comparution immédiate et condamnés respectivement à 9, 8 et 5 mois de prison avec sursis. Le tribunal n'a pas retenu l'accusation de violence volontaire, mais celle de rébellion. Reste une question. Théo a-t-il bien effectué ce geste à la sortie de la salle d'audience ? Il aura été vu par plusieurs témoins, dont des jurés. À aucun moment, Théo Dorier n'a fait le fameux geste que certains journalistes ont cru devoir écrire et voir, à savoir un salut nazi.
Le salut nazi, c'est quelque chose d'assez fort. C'est-à-dire qu'on lève le bras vers l'infini avec les doigts joints les uns aux autres. Je ne vois pas à quel moment Théodorier a pu commettre ce geste ô combien atypique et ô combien effectivement illégal, alors même que j'étais devant lui pour l'enserrer, que je le traînais avec moi et son père vers la sortie, et à quel moment pouvait-il faire ce geste? Alors oui, effectivement, il a dû faire un geste comme ça. Va-t'en, va-t'en. Et ça, c'est un salut nazi? Ainsi, les autres journalistes présents n'ont absolument pas vu dans ce geste une quelconque connotation politique. L'enquête diligentée juste après les faits a d'ailleurs démontré qu'aucun geste de ce type n'avait été effectué à la fin de l'audience. Théo a d'ailleurs porté plainte en diffamation contre les 2 organes de presse qui ont colporté la rumeur. Mais cela n'enlève en rien l'opprobre jeté sur le frère d'Axel. Car depuis, le jeune homme est harcelé sur les réseaux sociaux et victime de menaces de mort. Un comble pour quelqu'un qui a perdu sa sœur dans des conditions aussi atroces. Le procès terminé aurait dû permettre à la famille Dorier de tourner la page, de commencer réellement le travail de deuil. Mais avec ce nouvel épisode qui s'ouvre, il leur faudra encore attendre, dans un rôle de victime que certains osent même leur refuser.